Emmanuel Kessler, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes journaliste, on vous a entendu sur BFM Radio il y a longtemps, on vous connaît aussi comme patron de Public Sénat plus récemment et vous êtes aussi normalien et philosophe. Et vous publiez une formidable biographie de Bergson aux éditions de l'Observatoire. Bergson qui il y a 100 ans, le 6 avril 1922, se livrait à une joute oratoire avec Einstein. C'est un peu le prétexte de votre livre, mais c'est une biographie complète sur ce philosophe qui a été tellement important. Vous le dites, page 53, c'était une rockstar de l'époque. C'est une interview politique, alors je vais commencer par la politique. Oui. Charles de Gaulle, Bergson m'a accompagné toute la vie. Bergson est au cœur de mon action, a guidé toute ma vie, parce qu'il a compris le mélange entre l'intelligence et l'instinct. De Gaulle, c'est Bergson. Oui, il y a une très grande proximité. Alors, le père de Gaulle connaissait Bergson. Personnellement. De Gaulle a toutes les œuvres de Bergson dans sa propriété à la Boisserie, à Colombey. Et je crois qu'il a été très, très touché par cette philosophie de la pensée et de l'action. C'est la devise, en quelque sorte, formulée par Bergson, agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Et ce rapport entre... l'instinct, l'intelligence, et je dirais l'intelligence et l'intuition, la manière dont on peut entraîner les foules par l'émotion, mais aussi une vision d'un avenir, d'un pays, une vision positive même dans l'épreuve. Je crois que cette philosophie de l'action a fortement inspiré de Gaulle. Il le dit, donc vous l'avez cité, et on peut même faire l'hypothèse qu'entre l'appel du 18 juin et ce que Bergson nomme dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion en 1932, l'appel du héros, c'est-à-dire cette figure capable d'entraîner les autres, un peu comme un prophète, il y a sans doute une inspiration pour le général de Gaulle. Bergson meurt en janvier 41, donc il ne voit pas la libération. Il a refusé les honneurs que lui proposait Vichy dans les derniers mois de sa vie. Néanmoins, peut-on dire qu'il a compris l'ampleur de ce qu'était Vichy ? C'est assez difficile à dire et il ne faut pas trop se livrer à ce que Bergson dénonçait parfois, c'est-à-dire l'illusion rétrospective qui consiste à reconstruire le passé à la lumière du présent. Néanmoins, et moi ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'a eu aucune complaisance, contrairement d'ailleurs entre certains ont pu dire à certains moments, vis-à-vis des fascismes, des totalitarismes qui s'installaient en Europe dans les années 30. Il a bien vu la menace hitlérienne. Ce qu'il n'a peut-être pas vu, c'est... la façon dont le régime de Vichy allait s'aligner sur la volonté allemande. Et en revanche, ce qu'il a parfaitement perçu, c'est la valeur de la démocratie et l'importance qu'il y avait à défendre la démocratie, qu'il voit comme le régime le plus abouti de respect, on va dire, de la personne et des droits humains. Et ça, même si la démocratie peut avoir des faiblesses, même s'il peut avoir des dérives, je crois que c'est encore un message très actuel, il affirme la force de la démocratie et lui qui va vers le religieux et aussi vers la mystique. Il dit à un moment donné, la démocratie est d'essence évangélique et donc sans le tirer vers la religion et le mysticisme, on peut de façon laïque voir chez lui un défenseur de la démocratie qui dit pas la démocratie est le plus mauvais des régimes à l'exception de tous les autres. Non, c'est le meilleur absolument. Dans ce chemin spirituel, religieux, il veut se convertir au catholicisme. Il ne le fait pas parce qu'il veut rester du côté des persécutés. Et notamment, dans ce qu'on appelle son testament, néanmoins, il dit que l'antisémitisme, en grande partie, hélas, par la faute d'un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral. Il faut prendre avec des pincettes ce testament, vous le dites bien, mais quand même, quel drôle de regard. Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'abord la force et la beauté de ce geste de quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation religieuse juive, ses deux parents sont juifs, immigrés, qui s'est totalement intégré à la culture française, qui est, j'allais dire, la culture, les grands auteurs français, les grands philosophes, les grands écrivains sont dans sa chair, sont dans chacune de ses fibres. Et ça explique cette espèce de patriotisme absolu de Bergson. Il se rapproche du catholicisme et néanmoins, à la fin de sa vie, il dit « Je vais rester parmi ceux qui seront demain des persécutés ». C'est un choix politique. Voilà. Exactement, et c'est un choix d'identité. Il l'exprime aussi par fidélité à ses parents. Et puis, je crois, c'est un choix d'ouverture. Et je crois, en revanche, c'est vrai, vous avez raison, que pendant un temps, on a occulté cette
parenthèse qui est moins belle que la formule elle-même, par la faute antisémitisme qui a prospéré par la faute d'un certain nombre de juifs. Et là, on peut y voir plusieurs interprétations. Il y a la vision que peuvent avoir des juifs français de la révolution bolchevique, avec certaines figures juives comme Trotsky. Il y a aussi la méfiance d'un certain nombre d'israélites français, il faut se souvenir du contexte, vis-à-vis des juifs qui débarquaient de Pologne. Bergson est peut-être aussi un peu victime de cela. Peut-on lui en vouloir ? En tout cas, lui-même disait qu'il voulait absolument séparer sa vie de son œuvre, et il n'y a rien dans son œuvre qui prête à confusion sur, je dirais, la grandeur de ses sentiments. Mais c'est vrai qu'il est aussi, de ce point de vue, le fruit des Israélites français de son époque, et cette assimilation qui parfois confinée à l'effacement n'est pas à la fois ce côté, la grandeur de l'assimilation de la culture française, mais parfois aussi l'effacement d'une identité au prix d'un certain nombre d'erreurs. En 1917, il est envoyé en secret convaincre Wilson de faire entrer en guerre les États-Unis d'Amérique, aux côtés de la France et de l'Angleterre. 3 ans plus tôt, Jaurès, condisciple à Normal Sup de Bergson, a été assassiné. Jaurès le pacifiste, Bergson le belliciste, le nationaliste, c'est une vision trop schématique ou c'est vrai ? C'est une vision qui est partiellement vraie, parce que c'est vrai que lorsque la guerre est déclenchée en 1914, alors Bergson écrit des textes très nationalistes, d'un côté la force matérielle, de l'autre la force morale, un peu caricaturaux, avec un anti-germanisme qu'on pourrait qualifier d'un peu primaire aujourd'hui. Néanmoins, je crois qu'il est lui-même lucide. Il dit qu'il y a des moments où il faut faire des concessions à la vérité parce qu'il faut défendre son pays. Je l'ai fait pour être utile à mon pays, dira-t-il plus tard. Et par ailleurs, il y a une vision, effectivement, puisqu'il y a eu cette rivalité, ils étaient ensemble à Normal Sup, de Jaurès et de Bergson, d'un Jaurès engagé, terrien, et d'un Bergson idéaliste, intellectualiste. Elle est assez fausse parce que, comme vous le soulignez, Bergson est, malgré cela, un homme qui est engagé dans son époque, qui veut participer à l'histoire et qui ne conçoit pas la philosophie sur son Aventin. Et c'est pour ça que, justement, à la demande de la France, il va aller convaincre Wilson de faire entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Avant plus tard de travailler d'ailleurs au cœur de la société des nations. Absolument, où il y a un très beau projet qui ne va pas pouvoir se réaliser, mais d'entente, voilà, la paix par les intellectuels, exactement. En 1907, sa grande pensée, l'évolution créatrice, l'éloge de la marche en avant, le magicien du nouveau, comme vous le dites. Bergson vote Macron. Macron, c'est aussi l'héritage bergsonien. Non, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, Bergson, qui a été un peu effacé de la culture intellectuelle post-Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu Sartre, parce qu'il y a eu un siècle, une deuxième moitié du XXe siècle très marquée par des idéologies, alors que Bergson est un philosophe qui refuse les systèmes. Bergson a irrigué beaucoup de pensées. Bruno Latour, aujourd'hui, un philosophe, et Paul Ricoeur, bien sûr. Alors, Paul Ricoeur lui-même, dont Macron était le disciple. Dont Macron a été le disciple. Donc, il reste quelque chose aujourd'hui de très actuel et qui, je dirais, revient sur le devant de la scène. C'est justement le refus des systèmes, le refus d'enfermer le réel dans un cadre préconçu qu'on trouve aussi chez Raymond Aron, qui est quelque part redevable aussi à Henri Bergson. Et c'est lui, vous l'avez vu, qui rend hommage à Bergson à la BBC en 1941. Donc, je crois que, sans faire de Macron un bergsonien, c'est vrai que cette vision d'un réel complexe et aussi d'une politique de modération et qui sait aussi faire vivre les tensions, peut-être parfois ce qu'on pourrait appeler le en même temps, ça c'est assez bergsonien. Et néanmoins, ou peut-être d'ailleurs en confirmation de cela, l'idée que la règle a sa place. Vous le dites, page 151, la société trace à l'individu le programme de son existence quotidienne. Ça rend le confinement légitime. C'est Bergson qui le dit. Oui, c'est Bergson qui le dit. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie possible sans règles à respecter, sans presque routine à respecter. Là aussi, le confinement nous a montré que cette discipline était nécessaire au vivre ensemble. Oui, et d'ailleurs Bergson va loin, reprenant aussi les théories sociologiques de son époque. Il parle de dressage social. Hein. Donc, et c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a toujours cette tension dans cette dernière œuvre qui, après l'évolution créatrice, qui célèbre en effet la liberté, la marche en avant. Il s'intéresse à la société. Et 25 ans plus tard, quand il écrit les 2 sources de la morale et de la religion, il montre comment la société, pour se constituer, doit faire respecter une certaine clôture. Mais cette clôture, si elle débouche sur la guerre, et ça c'est aussi une réflexion, je dirais, sa mécanique
et de déboucher sur la guerre. Et si on veut arriver à une autre étape, alors il faut dépasser cela par l'ouverture, c'est-à-dire la considération de l'homme en tant qu'homme et pas en tant que simple membre de sa communauté. Le clos et l'ouvert, hein, c'est fondamental chez lui. Il aurait été pro-européen et même peut-être même fédéraliste s'il avait vécu après la guerre. Probablement, oui, absolument. Je pense que, on le voit d'ailleurs, puisque vous l'avez dit, il a joué un rôle important à la Société des Nations. Il a présidé jusqu'en 1925 la Commission internationale de coopération intellectuelle, où il retrouve Marie Curie, Albert Einstein et d'autres, qui visent justement à une entente, j'allais dire, supranationale, mais avec la conscience qu'on ne va pas effacer les nations. Donc je dirais que la conception de l'Europe de Bergson, si on voulait se projeter aujourd'hui, ce serait un peu celle de Jacques Delors, c'est-à-dire une fédération d'États-nations, mais pas un fédéralisme total qui effacerait les identités, parce que pour lui, il y aura toujours cette tension entre clôture et ouverture. Philosopher, c'est apprendre à vivre ensemble. Bergson, c'est l'anti-Montaigne. Le philosopher, c'est apprendre à mourir. Écoutez, j'en suis pas sûr parce que, en fait, justement, je suis en train j'ai regardé des textes de Montaigne et en fait, quand Montaigne dit ça, je crois qu'il veut dire que philosopher, c'est aussi apprendre à bien vivre, ce que dit Bergson. Donc, je pense qu'ils se rejoignent. Étonnamment, d'ailleurs, Bergson ne cite pas Montaigne, alors qu'il cite Rousseau, il cite Voltaire, il cite évidemment Descartes. Peut-être parce qu'à son époque, on mettait plus Montaigne du côté des littéraires que des philosophes. Donc, je crois qu'en fait, il y a une certaine convergence, mais c'est vrai que Bergson insiste sur la vie, c'est un philosophe de la vie. J'ai placé devant toi la vie et la mort, dit le Deutéronome, tu choisiras la vie. Je crois que Bergson, et d'ailleurs Jean Kelevitch va s'intéresser à la parole juive de Bergson, sans essayer de le récupérer d'un point de vue religieux pratique, je crois que Bergson se situe tout à fait dans cette parole, dans cette prophétie biblique. Alors philosophe du temps aussi, philosophe de la durée, d'où ce match avec Einstein. C'est quand même Einstein qui dépasse Bergson. Alors sur le plan scientifique, oui, il y a une espèce de surprise qui se produit parce que Bergson découvre la théorie d'Einstein au moment où lui-même, justement, commence à rencontrer un succès philosophique planétaire et elle vient le mettre en difficulté sur sa conception du temps qui est l'originalité, l'apport original de Bergson, c'est-à-dire la durée, un temps qui n'est pas scientifique, un temps qui échappe à l'espace, qui est un temps de la conscience et qui est un temps unique et universel alors que Einstein montre que les temps sont multiples, relatifs et ont une objectivité qui est totalement indépendante de la conscience. Néanmoins, j'essaie de montrer dans ce livre qu'on peut se rattraper à la fin et que si Bergson semble avoir perdu le match, ce n'est pas si sûr parce que dans la physique quantique, il y a une sorte d'indétermination de la matière, de la micromatière. Niels Bohr, Heisenberg, voilà, sur l'incertitude. Sur l'incertitude, qui nous rappelle un peu ce que dit Bergson, c'était qu'il voit du mouvement dans l'esprit humain, bien sûr, mais aussi dans la matière, dans un courant de vie en général, dans cet élan vital. Et quelque part, il a quelques phrases, ça a été remarqué par un grand physicien qui s'appelle Louis de Broglie, qu'on peut lire comme des anticipations de la théorie de la physique quantique. Voilà, il y a des choses aussi très savoureuses sur l'homo loquax, hein, c'est-à-dire l'éditorialiste qui parle de tout sans rien connaître. Ah oui, ça c'est très très actuel. Vraiment, fait, on peut l'appliquer aux réseaux sociaux. Et puis des pages sur le féminisme aussi de Bergson. C'est à lire, hein. Bergson, notre contemporain, et un sous-titre rarement été aussi vrai. C'est aux éditions de l'Observatoire. Emmanuel Kessler, merci, bonne journée. Merci à vous Christophe.